Ça fait du bien. Ah ouais, ouais. Les gens ne se rendent pas compte de l'influence de Celtic Frost sur l'ensemble du métal actuel. C'est de la folie. Bah, Tom Warrior, c'est quelqu'un d'aussi important que Lemmy de Motorhead ou que Tommy Yomi de Black Sabbath, quoi. Il y a vraiment des gens qui sont des icônes pour de bonnes raisons, parce qu'ils ont vraiment influencé des pans entiers des musiques dures, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Et souvent, malheureusement, ces groupes qui allaient, enfin, qui pour moi ont amené ce truc, que ce soit eux, Voivod, des groupes comme ça, les groupes ne marchent pas, quoi. Ils ont leurs fans fidèles, parce que Voivod avait joué 1 ou 2 fois au magasin 4. Chaque fois que je vais voir Voivod, c'est un groupe qui est incroyable. Voilà. Culte, mais pourquoi est-ce qu'il y a pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas devenus aussi énormes en termes de popularité qu'un Mastodon, par exemple? On ne comprend pas. En plus, Voivod, mais bon, c'est peut-être aussi parce que ce sont des musiques. Voivod, c'est ainsi qu'on ne sait pas les étiqueter, on ne sait pas très bien dans quel rayon les foutre. Il y a du psychédélisme dedans, il y a du dark metal, enfin, il y a plein de choses, en fait. Et je pense souvent, malheureusement, que un groupe qui devient très célèbre, en général, il a une identité bien fixée, qui n'évolue plus, et c'est plus facile, entre guillemets, que, ouais, mais Voivod, ça, c'est un super exemple que tu as choisi. J'adore aussi, quoi. Voilà. C'est que Jason Newsted, qui était le bassiste de Metallica quand il a quitté Metallica, avait rejoint Voivod, et on lui avait demandé, mais pourquoi passer de Metallica à Voivod? Sa réponse était, j'avais envie de faire de la musique. C'est vache, ça. Mais oui. Je pense que le mec, son avenir financier, en ayant joué 15 ans dans Metallica, était largement plus qu'assuré. Il a envie simplement de faire de la musique, quoi. C'est comme Mike Patton de Faith No More. Lui, en fait, quand il reforme Faith No More et les tournées, c'est pour financer son label IPAC. C'est... ouais. Oui, ça, il le dit clairement. On a besoin de gens comme Mike Patton qui disent les choses clairement. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est ouais, mais non, non. Mike Patton, c'est clair et c'est net. Et ça reste excellent. Bon, Mike Patton, on ne peut pas tout aimer, je pense. C'est un peu comme Zappa. Il y a tellement de facettes différentes que le gars qui me dit j'aime tout, j'ai parfois un doute, quoi. J'adore Zappa, mais j'aime pas tout. Dans le genre d'individus hors catégorie, comme Patton, à la fois musicien, producteur et créateur de label, on va signaler Jello Biafra. Alternative Tentacles, voilà. Donc aussi, hein, bon. Et qui lui va de la country au métal complètement underground. Lui, ce qui l'intéresse, enfin, il est curieux, voilà, il est curieux. Et il avait sorti les Legendary Shack Shakers, un groupe ils avaient appelé ça de l'agro-industriel. En fait, c'est un genre de country, rock. Quand il jouait en tant que groupe, il y avait même des passages presque metal trash. Maintenant, le gars est plus parti sur un côté farm band acoustique, beaucoup moins intéressant en live, personnellement, mais ça reste de la qualité. Pour le prochain truc, je m'étais amusé à sélectionner 10 mots ou phrases, et je serais curieux, c'est par rapport principalement à Rockagogo, avec tous les gens que tu avais reçus dans l'émission.
Donc, ou simplement par rapport. Si je te dis maintenant, je ne vais pas dire Radio 21, je dis simplement 21. 21, c'était le surnom familier. Tu es sur 21, tu viens à 21. Enfin, voilà, on disait même plus radio. Donc, oui, 21, bon, il y a. Pourquoi, en fait, la question, c'est quoi? C'est pourquoi ça s'appelait Radio 21? Non, c'est simplement qu'est-ce que ça peut évoquer avec le truc que c'est. Avec la chose que c'est devenu maintenant, quoi, aussi. Oui, mais maintenant, c'est classique 21. Donc, enfin, depuis 2004. 21, ça reste un. 21, à un certain moment, a même influencé Stubru. Hein. Donc, 21, c'était dans la grande époque années 80, fin des années 80, début des années 90, je veux dire. C'est une gigantesque auberge espagnole où tu as à la fois en journée des playlists assez commerciales, etc., mais qui parfois recèlent des jolies surprises. Mais dès qu'on arrivait dans les soirées, là, on était vraiment parti dans la découverte et l'underground sans formatage. Voilà. En fait, le problème des radios maintenant, 21 compris, c'est l'hyper-formatage. Il y a une banque de données, il y a un bureau de programmation avec quelqu'un qui va dire ce titre-là rentre dans la banque de données de la chaîne ou n'y entre pas. Voilà. Et donc, un animateur ne peut plus décréter ou décider que voilà, moi j'ai eu un flash pour tel groupe, je le passe ce soir parce qu'on m'a filé le single ou on m'a filé le lien, soyons modernes. Tu peux plus. Tu n'es plus. L'animateur, il anime. Le programmateur, il programme. Mais forcément, bon, s'il y a une chouette association, ça peut donner des bons résultats. Comme Tayan et Marc Francard, jadis, sur le 21, les 100 minutes par-delà après Rocagogo. Mais en général, ça veut dire que c'est frustrant. Peut-être que le programmateur se verrait bien parler lui-même du disque qu'il a choisi et que l'animateur se verrait bien pouvoir choisir des disques aussi. Bon. Et ça, on avait quand même le privilège, donc des gens comme Jean-Louis B, Tayan, moi, d'être à la fois animateur, programmateur, producteur, intervieweur. Tu cumules tous les rôles. Et c'est quand l'invité arrive, s'il arrive 10 minutes avant le début de l'émission, c'est aussi toi qui vas lui chercher son café à la machine, quoi. Voilà, tu fais tout, en fait. Maintenant, tout est parcellisé. Voilà, tout le monde, on est tous devenus des OS, comme on disait dans le temps, hein, les ouvriers spécialisés qui répètent toute la journée le même geste à la Charlie Chaplin, quoi. Tu parlais d'aller chercher un café. Moi, j'ai un souvenir absolument c'est un truc qui restera à vie dans ma tête. C'est quand Yann Gillan était venu au studio à un moment avec Yvan, on dit on va aller chercher des bières quand ils étaient arrivés. Et Yann Gillan dit mais je viens avec vous. En fait, se retrouver avec ce petit plateau de bière et le gars à côté de toi, c'est Yann Gillan, quoi, bordel. Tu fais la philo de messe, tu reprends l'ascenseur pour revenir au studio et tout, c'est farce, hein, quand même. Alors que j'ai vu dans l'émission, 2 semaines après, il y avait le mec d'Halloween qui était là, sur ouais, il n'y a pas à boire, il n'y a pas. Putain, mec, tu viens de sortir 2 albums, ferme ta gueule, quoi. Alors que Yann Gillan, qui est quand même un monstre de la musique, était une personne absolument phénoménale. Il y a un de nos autres chroniqueurs qui, je voyais, est arrivé dans les backstage parce qu'il voulait aussi venir, il voulait passer pour te dire bonjour. Je pense que tu le connais très bien. Yo. Salut Saïd. Salut les poulets. Camarade Saïd. Bon, comment ça va? Je squatte chez mon voisin parce que j'ai ma belle famille à la maison. Ils sont très sympas, mais voilà. Ils sont comme pas ça, je peux faire du bruit. Ça va ou quoi? Bah oui. Ouais. Ça fait longtemps.
Bah forcément, c'est pas. C'était l'été dernier, quoi. C'est les couvre-feux et tout, hein, dit. Demain, À c'est Bruxelles, ce soir, le couvre-feu commence à 22 h et se termine à minuit. Allez Voilà. chercher la musique. Quoi. À Bruxelles uniquement. Uniquement, oui. Ici, moi, je suis à Woluwe-Saint-Étienne, donc en Flandre. C'est fini depuis hier. Je vais continuer avec ma liste de mots. Oui. Un mot qui va être très en rapport avec ce que j'ai avec le mot 21, c'est tronçonneuse. Ah ben ça, c'est c'est l'invention géniale de Patchouli pour la dernière émission de Rockagogo fin mars 2004, où effectivement, il s'est ramené. Moi, j'étais au courant de rien, évidemment. Il avait bien gardé le secret avec une série de publicités. Avec David aussi, David P. qui avait un peu. Voilà, David P. de la Galerie d'Enfer à l'époque. Et donc, en fait, oui, c'est la première fois que. Enfin, je ne sais toujours pas d'ailleurs comment. C'est vrai qu'à l'époque, on entrait à l'RTB comme dans un moulin. Mais quand même, parce que parvenir à faire rentrer une tronçonneuse à essence, plus de longs rouleaux de plastique pour mettre sur le tapis plat du studio pour ne pas faire de taches d'huile à l'insu des gens de l'entrée qui faisaient la sécu, je ne sais pas comment il a fait, quoi. Bon, toujours est-il que c'est aussi la seule et unique fois qu'on a eu droit à une tronçonneuse à essence en direct dans le studio qui a démarré au quart de tour pour tronçonner un disque. Voilà. Le Jester. Oui, voilà. Il avait prononcé ça comme Jester, ce qui n'avait rien à voir avec le batteur ventripotent d'un groupe bruxellois qui a bossé plus tard dans une radio célèbre. Voilà. Mais il était aussi venu avec un couteau de cuisine électrique pour un autre disque. Tu vois, parce que là c'était pour découper le 45 tours d'un groupe qui s'appelait La Variété. Voilà. Et c'était. Mais bon, épique. Forcément, ça s'appelait. Enfin, comme on dit, c'est tu signes ton arrêt de mort, mais tu le fais dans la dignité et la bonne humeur. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, il y a la vidéo qui se trouve encore sur YouTube. Oui, c'est ça. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, mais sous quel on la trouve? Qu'est-ce qu'on tape? Tronçonneuse, patchouli, Rockagogo. Je crois que si on tape juste Rockagogo. Rockagogo, tronçonneuse, quoi. Bon, ben voilà. Mais oui, c'est devenu un classique d'ailleurs, même. Myriam Leroy qui m'avait consacré, c'est super elle, une émission il y a quelques années qui passait à la fois en radio et en télé, avait rediffusé la séquence de la tronçonneuse. D'ailleurs, je l'ai trouvé. Via un canal officiel, en fait, hein, puisqu'on était. Voilà, la tronçonneuse avait brièvement réapparu à la RTB. Mais c'est vrai que ça reste super drôle. Et que bon, voilà, ça empêchait certains de dormir pendant un certain temps. Toi, entre autres, ou non, ça va. Non. Mais le but était, enfin, connaissant Patchouli, qui était vraiment une crème, le but c'était plus une protestation philosophico-idéologique sur la disparition d'un certain type de radio. C'était pas un message méchant, même si certains l'ont vu comme ça. C'est plus de l'ironie au xème degré, quoi. Voilà. Patchouli n'était pas quelqu'un de. Oui, mais il n'était quand même pas fan du disque qu'il a. Ah non, évidemment non, mais je veux dire que c'est pas quelqu'un, il n'y avait pas d'intention méchante là derrière, mais c'est effectivement, j'espère qu'on a encore le droit de dire que tel disque est une merde, tout en étant peut-être le meilleur ami de celui qui l'a créé, hein. Bon, en poussant le bouchon très loin, tu vois, en tendant l'élastique au maximum. Il faut pouvoir découpler. Il faut pouvoir découpler les gens et le travail artistique qu'ils font. Par exemple,
on peut très bien adorer le chat, mais signer une pétition contre le musée de Geluck. Tu vois, voilà, c'est pas. Et bon, et si lui le prend personnellement, eh ben, je trouverais ça dommage. Pourquoi tu as été signé une pétition? Mais non, ça n'a rien à voir. On signe une pétition sur un objet culturel, quoi. Donc là, le coup de la tronçonneuse, c'est une façon de. C'est une pirouette de départ. C'est une façon de dire fuck you au système qui fait arrêter l'émission, quoi. Voilà. Bien, je propose un break de 1 minute 9 pour regarder cette fameuse séance, parce que j'ai vite trouvé la vidéo, je l'ai chargée. On va regarder cette fameuse vidéo parce que la plupart des gens je suppose que n'ont peut-être jamais vu. Hein. Et n'ont peut-être jamais vu. En plus, c'est chouette parce qu'on revoit notre ami Patch dans cette séquence. Il y a Joël et Sophie aussi qui étaient là en train de bâillonner le pauvre Jacques. Oui, avec des arguments massus, vous allez pouvoir, auxquels il est difficile de résister. En fait, c'est mon ex, en fait. On était ensemble à l'époque. Voilà. Donc, on passe cette vidéo, ça dure 1 minute 9. Il y a la petite présentation, mais ça, je n'ai pas coupé le truc. Voilà, 1 minute 9 dans son intégralité. On la regarde. Et on a retrouvé une archive, Jacques de Pierrepont, une archive que je pense que vous n'avez plus entendue depuis vraiment très très longtemps. On a beaucoup fouillé et on a remis la main sur ce moment complètement dingue de radio, la toute dernière de Rock à Gogo. Alors pour la comprendre, il faut savoir que Marc Isaïe, qui était alors le patron de Radio 21 et qui deviendra le patron de Classique 21, c'était aussi le leader du groupe Machiavel. Et le monsieur qu'on va entendre parler au micro et qui manie très bien la tronçonneuse, il s'appelle Patchouli. C'est pas vrai. Pompon, mon deuxième disque, il est plus long. Mon deuxième interprétation nettement plus longue. Mais là, il n'y a pas d'électricité, ou alors très très peu, c'est vraiment, vraiment chouette. Mais là, j'ai pris un 33 tours. C'est un groupe belge qui a sorti un album dans les années 70. Le nom du groupe, c'est Jester. Jester, le titre de l'album, je crois que c'est Machiavel. Et voici mon interprétation. Encore quelques secondes de patience, je m'échauffe. Et voilà, c'est la mort de Machiavel. Et voilà, c'était Patchouli qui tronçonnait un disque. En direct, nom de Dieu. C'est fabuleux. Bon. Eh bien, oui, voilà. Ben oui. En fait, l'extrait qui circule, c'est un extrait de l'émission de Myriam Leroy. Voilà. Donc, oui, je l'ai trouvé. Ça explique un peu. La vidéo existe, donc. Et je ne sais pas comment est-ce qu'elle était retombée sur la vidéo. Ça veut dire qu'elle circulait déjà c'est ça. underground. C'était en quelle année la dernière? C'était en quelle année la dernière de Rock à Gogo? Ben, c'était fin mars 2004. Voilà. 2004, ouais. Fin mars, début avril de 2004, juste avant le split entre Radio 21 étant, puisqu'il y avait des pseudo-experts médiatiques, merde, là, je me lâche un peu, qui avaient décrété que pour des raisons publicitaires, on ne pouvait pas faire la même pub sur quelqu'un qui a 15 ans et quelqu'un qui en a 55. Et que donc, il fallait couper ça en deux. Pure FM pour les jeunes et Classique 21 pour les vieux. Voilà. En oubliant qu'il y a plein de jeunes qui aiment le rock'n'roll des vieux et qu'il y a plein de vieux qui aiment écouter la musique des jeunes, enfin bref. Et que donc, ce qui était gay dans 21, c'était le côté auberge espagnole. Et là, d'ailleurs, même encore aujourd'hui, les audiences cumulées de Classique 21 et de Pure FM devenues typiques égale grosso modo les audiences de l'époque de Radio 21 à lui tout seul. Voilà. Et donc là, quand même, et j'en profite pour dire que pendant des années, parce que Radio 21, créé par Claude Delacroix, il m'a toujours foutu une paix royale. Voilà. Même si grommelait dans sa barbe à certaines occasions en disant « Est-ce que tu es sûr qu'il y a quelqu'un qui écoute ce genre de truc ?» en parlant notamment de hardcore. Mais bon, voilà, allez, j'ai jamais eu quelqu'un, j'avais une liberté
Enfin, il savait aussi que j'étais pas irresponsable, tu vois. On va pas passer de la musique bruitiste pendant une demi-heure parce qu'à ce moment-là, 90% de tes auditeurs, ils foutent le camp. Et que donc, le but, c'est pas ça non plus. Le but est de faire découvrir. Et puis aussi, enfin, de faire découvrir. Mais le but, il savait ça aussi, mais donc, donc j'en profite. Enfin, il n'est sûrement pas à l'écoute, mais bon, peut-être qu'il a un pote qui un vieux pote hard rocker qui va lui dire bon, Pompon te dit merci, voilà. Donc, merci Claude pour. Il en faut quand même, des comme ça. Non, c'est aussi lui qui a permis à Rockagogo d'exister, de se développer, et voilà. Maintenant, donc, le mois suivant. Expérience personnelle, je vais dire, le gros, c'était pas son coup d'essai. Le dernier, ça a marché, mais il y avait eu un moment, il voulait supprimer. Je me souviens d'un concert au hall de Scarbeck en soutien à Rockagogo. Oui, c'est en 1993. Effectivement, il a. Oui. Mais ça, on est plus ce jour-là. C'est une histoire compliquée. En fait, au départ, j'ai un statut de journaliste. Il y a des gens qui voulaient me ramener dans les journaux parlés en disant qu'il manquait de journalistes. Et puis, effectivement, pour d'autres, ça a été un effet d'aubaine. C'est une façon de se débarrasser du truc. Maintenant, mais là-dedans aussi, il y avait le directeur de la radio de l'époque, Philippe Dasnois, grand reporter, auteur de chouettes polars d'ailleurs à l'époque, il y a encore moyen de trouver chez certains bouquinistes, qui lui regardait tout ça d'un œil un peu curieux, voire amusé. Et puis en fait, quand il a vu que les pétitions de défense de l'émission commençaient à arriver, en fait, donc au départ, il supprimait l'émission en juillet-août. Le but étant évidemment qu'on ne recommence pas en septembre. Du coup, ils ont dû recommencer en septembre parce que les maisons de jeunes, les mouvements scouts, les groupes, les firmes de disques, enfin bref, il y a eu des dizaines de milliers de signatures, quoi. Ça partait de partout. Ça venait même du côté flamand, d'ailleurs, aussi. Et donc, du coup, en septembre, l'émission a été rétablie. Mais entre-temps, l'organisation Wal de Scarbeck, elle s'était montée. Et donc, le choix a été fait de dire, puisqu'on a fait tout ça, on l'a pas fait pour rien. Et du coup, le concert d'Al de Scarbeck devient, avec avec quasiment tout le monde, beaucoup de gens de l'époque, c'est devenu un concert de victoire plutôt que de protestation, puisqu'on avait déjà gagné, l'émission avait été rétablie début septembre. Donc, mais c'est vrai que j'étais comment dire, c'est pas évident à vivre sur le moment, mais tout de suite après, tu te dis waouh, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait de ma vie, quoi. Dire d'avoir comme ça une telle reconnaissance des auditeurs, enfin reconnaissance pas d'une personne, reconnaissance d'un boulot et d'une manière de faire, voilà, une manière de présenter un certain pan de la culture alternative, parce qu'il n'y avait pas que le rock, il y avait la BD, il y avait la science-fiction, le cinéma fantastique, puisqu'on était en direct chaque année, le polar et tout ça, était mélangé, quoi. Voilà. Et bon, moi je me souviens. C'était un mélange pas idiot. Je me souviens de Gordon Gano, Violent Femmes. Un jour, il débarque en interview. Et puis, en fait, j'avais aussi programmé ce soir-là la chronique de la réédition d'un roman de Jim Thompson. Je ne sais plus lequel, mais bon, le bouquin était sur la table du studio avec son titre en français. Mais bon, il voit Jim Thompson, hey, do you know this guy? Yeah, great, etc. En fait, c'était un grand lecteur de Jim Thompson en tant que musicien, quoi. Il disait, voilà, les histoires de Jim Thompson inspirent mes chansons. Donc, tu vois, c'est logique. Enfin, BD, polar, SF, rock, tout ça, c'est lié quand même.
instinctivement parlant, je n'ai pas envie de faire des grandes démonstrations du pourquoi, du comment, mais ça va très bien ensemble, en fait. Comme à une certaine époque, d'ailleurs, le polar et le jazz allaient très bien ensemble, à l'époque Boris Vian, par exemple. C'est vrai que tu as tous les vices, en plus d'avoir le vice, comme, je vais dire un peu comme moi, du collectionneur de vinyle, enfin, comme, non, amoureux du vinyle. En plus, tu as les BD, toi. Et les bouquins, bon. Et les bouquins. C'est quelque chose. Oui, oui. Quand il faut déménager, comme on dit à Bruxelles, je suis on ne déménage pas. Parfois, on n'a pas le choix, mais bon. Allez, le mot suivant. Dans ce que tu disais, ça a amené justement le mot suivant, vampire. Ça, c'est le bal des vampires, évidemment. Évidemment. Au BIF, que j'ai animé pendant des années, je pense depuis la 2e édition. Donc, c'était encore dans un hôtel à la rue Royale, avant même la place du Beaucaire. Avant le Métropole, il y en avait un. Moi, j'ai découvert au Métropole et c'était assez fabuleux de voir les clients qui croisaient un patchouli complètement allumé dans le couloir. C'était mémorable. En fait, oui, l'idée se dit, bal des vampires, se dit, bon, ils écoutent quoi les vampires? Ils n'écoutent pas de la vérité, ils n'écoutent pas de la musique commerciale, quoi. Donc, c'était devenu l'endroit où on pouvait danser sur du Black Sabbath, sur du David Bowie, bonne époque, Ziggy Stardust, sur du Steppenwolf, Born to Be Wild, sur du Clash, enfin, bon, voilà. Sur Rage Against the Machine, sur du Nirvana, etc., etc. Et donc, c'était ça l'idée, voilà. Et puis, c'était toujours big succès, ça, le bal des vampires. C'était super chouette de faire ça, quoi. Et c'est vrai que tu vois, il y avait des gens, ils mettaient des mois pour préparer leurs costumes et tout. Enfin, parce que ça aussi, bon, avec le temps, ça c'est un peu étiolé, malheureusement. Comment dire, édulcoré, mais il y a une époque, en tout cas fin des années 80, début des années 90, il y a vraiment des fans qui fabriquent des costumes absolument ahurissants dans le but de récolter le prix du public du meilleur personnage, quoi. Et tu as une inventivité incroyable. Bon, ce qui était amusant aussi, c'était de s'imaginer, bon Dieu, et comment est-ce qu'ils sont arrivés en taxi et comment est-ce qu'ils vont repartir. Parce que bon, tu avais je sais pas, je me souviens d'une libellule qui faisait 3-4 mètres. Donc il fallait danser sans marcher sur ses ailes, quoi. Enfin bon, c'est fragile. J'ai une anecdote assez fabuleuse là-dessus. C'est quand c'était encore au passage 44 avec le bal des vampires au Botanique. Le dernier film qui passe m'emmerde. Et je vais me faire maquiller et je vais chez les gars qui, vous savez faire un maquillage et tout. Les gars me disent, ah ben en fait les gars parlent anglais et c'était pas la fameuse équipe qui devait maquiller, parce que tu as toujours une équipe qui maquille pour le bal des vampires. En fait, c'était des Américains d'une boîte professionnelle qui faisaient de la démonstration en journée. Et les gars me disent, tu vas au bal des vampires? Je dis ouais. Et bon, on roule parce que je parle bien anglais. Et ouais, écoute, allez, on fait un dernier maquillage, on va te faire un truc pour le bal des vampires. Et les mecs me font un truc où ma gorge est complètement, il y a tout qui sort, il y a du sang et tout. Et moi, je fais pas gaffe et je me dis, bon, je vais bouger après ma voiture qui était dans le parking du 44 et je vais me garer parce qu'il y avait de la place juste en face du Botanique. Je me dis, comme ça, je suis tranquille. En fait, je monte dans ma bagnole et quand je suis au feu rouge, en haut, juste avant le Botanique, il y a une dame d'une cinquantaine, soixantaine d'années qui est dans sa voiture à côté, qui me regarde, comme les gens se regardent au feu rouge, et voit un gars avec du sang plein la gueule, la gorge ouverte, le sang qui coule. Et moi, je ne fais pas gaffe, quoi, parce que je me suis encore vu. Je me gare à côté du bottin, je croise une pente, le petit Marocain qui passait là, les mecs me regardent, ils me font, enfin,
eux non plus captent pas le truc du bal des Ça va, vampires. monsieur? Mais il me regarde, fait « Oh man, t'as ramassé !» Ok. Et puis au moment, quand j'arrive au bottage, je vais pisser un coup, et là, je vois le miroir, et là, je fais « Ok, j'ai tout. » Et ça a été une soirée absolument, absolument phénoménale. Et c'était ça le chouette du bal des vampires, c'est que pour une fois, on avait une grosse soirée pour nous, les rockers. Et là, de nouveau, encore une fois, merci, monsieur le maître. Oui, mais aussi, enfin, merci à Patch, merci à. Parce que chaque année, j'invitais comme ça une ou deux personnes en plus. Il y a eu Dop, Massacre, enfin, il y a plein de gens qui sont venus jouer avec, comme on dit, quoi. Ouais. Voilà. Je l'avais fait une fois avec Rockaway quand c'était les premières années à Tour et Taxi, où ils n'avaient pas compris qu'ils auraient dû réduire la grande salle parce qu'ils voulaient faire des concerts et des DJ sets tous les soirs. Et j'avais discuté, j'ai dit, mais écoutez, les premiers soirs, faites un peu comme l'abbé peut le faire, réduisez cette salle, qu'on ait une salle de 200 personnes parce qu'il n'y aura pas plus de monde. Et finalement, on se retrouvait dans cette salle immense et les gens ne restaient pas. Ça, c'était dommage parce que c'était je pense que c'était à Tour et Taxi, oui. Oui. Ouais, quelques éditions là-bas. Bah, les meilleurs. Ça dit pour moi, personnellement, en termes de souvenirs, les meilleurs balles des vampires, c'est dans les grandes halles de Scarbeck, la grande salle des halles de Scarbeck, quoi. Où là, effectivement, il fallait aussi faire du déplacement, et donc il y avait des cohortes de gens qui passaient du passage 44 jusqu'aux halles de Scarbeck déguisés. Ça faisait son petit effet. Voilà. Mais aussi, j'aime bien Puis les derniers, à partir de 4h30, 5h du matin, là, avec le dernier carré, enfin le dernier carré, quand même encore souvent 400 personnes, c'est toujours, enfin, c'est devenu une sorte de rituel. On aura Inagada Davida de Iron Butterfly dans son intégralité, des trucs comme ça. Et puis, évidemment, pour démarrer à minuit, parce que un vrai bal, même si on passe déjà de la musique avant, le vrai début du bal des vampires, c'est minuit pile, avec évidemment les cloches de Hells Bells. Voilà. C'est un petit rituel comme ça. Et le rituel de fin, c'était The End des Doors. Et là, bon, chaque fois, les gens de la Sécu disaient oui, comment est-ce qu'on va faire pour les évacuer, là. Mais en fait, non, tout le monde pigeait que quand The End des Doors commençait, on partait gentiment, quoi. Voilà, il n'y a jamais eu de souci. C'est vrai que le bal des vampires, c'est pas terminé. Moi, je ne l'ai jamais vu terminé par manque de monde, mais c'était terminé parce que c'était fini simplement. J'aurais bien continué, mais bon, voilà, moi je comprends tout à fait bien que les gens qui gèrent un endroit, le service d'ordre, etc., à un certain moment, ils n'en peuvent plus, et voilà, quoi. Parce que eux, ils n'ont pas fini journée, hein, bon. On avait eu même coup pour les 25 ans du DNA, quand on avait fait ça près de la batellerie, ou je ne sais plus c'était où, où je mixais avec Rockaway. Toi, tu avais mixé avec le DOP, si je me souviens bien. Je m'en souviens très bien, parce qu'à la fin du set, on a sauté de concert, parce que la scène était haute d'1 mètre, et je me suis retrouvé qu'un pied cassé. C'est malin d'avoir sauté aussi avec ma caisse de vinyle en main, mais bon. On était un peu fait. Hein. Éméché, on dit. Et là, je vais dire, on avait terminé, on avait terminé la nuit avec Rockaway, et à un moment, on s'est dit, mais waouh, c'était de la folie totale. Il y avait toute une salle qui dansait sur du punk, sur du rock, sur du hardcore, sur du métal. Ah oui. Preuve que le public est là, quoi. Voilà. Allez, je vais revenir à ma liste. C'était une nuit géniale. Ouais. Dans les gens que tu as reçus dans Rockagogo, si je te dis mythique, pour toi, qu'est-ce qui serait l'interview mythique que tu as eue? Tu devrais en ressortir une. Pardon? Oui. Tu devrais ressortir une interview, donc le mot c'est mythique, dans les gens que tu as reçus.
une des plus incroyables. Oh là là. Il y en a un paquet, hein, je sais. Oui, ça c'est compliqué, quoi. Le incroyable, les plus délirantes, là, c'est Arnaud, toujours. Parce que quand il se lâche, il se lâche vraiment, hein. Quand il t'explique pourquoi les bourgeoises de Bruges, à l'époque ils osotaient encore, pourquoi les bourgeoises de Bruges font d'en haut et pas d'en bas. Bon, voilà, enfin, je vous laisse deviner la suite. Parce que les bonnes catholiques mouillent d'au-dessus et pas d'en bas. Enfin, bon, bref. Et donc, du coup, les gens, évidemment, les gens appelaient. Enfin, c'était dès qu'on passait à bout de 10, le téléphone sonnait non-stop en disant encore, quoi. Voilà. Non, sinon, au niveau, c'est difficile à dire. Moi, je garde un super chouette souvenir d'une rencontre. Il y a comme ça des rencontres impromptues. Je m'étais planté dans mon agenda. Et donc, le même soir, il y avait Gordon Gano de Violent Femmes qui était déjà venu à l'émission et David Eugène Edwards de 16 Horsepower. Chacun avec leur guitare, puis ils devaient faire une session acoustique, quoi. Et je me rends compte en arrivant que, ah merde, j'ai mal noté dans mon carnet. Le bouquage. Que voilà, ils sont là, et je me dis aïe. Et bien en fait, ils s'adoraient. Donc j'ai appris après d'ailleurs que c'était Gordon Gano qui avait dit à David Eugène Edwards, t'aimes pas les interviews, mais là-bas il faut aller, tu seras bien reçu. Et donc en fait, ils s'attendaient pas du tout à se croiser, mais ils se connaissent très bien, voilà. Et donc du coup, ils ont fait leur session acoustique. Ils ont joué chacun un morceau, et puis ils se sont regardés, ils ont dit, maintenant, on va jouer un morceau à deux, et hop, en avant, c'est parti, quoi. Ça, c'est le genre de trucs inattendus qui sont magiques, évidemment. Mais sinon, en termes d'entretien et d'interview proprement dite, j'ai envie de dire Ronnie James Dio. Voilà. Là, chaque fois, c'est vraiment une bonne personne, quelqu'un d'intelligent, de sensible, où tu apprends plein de choses. Ça me fait plaisir, moi, tiens, que tu cites celui-là. Ça me fait plaisir que tu cites celui-là. Ah oui, Ronnie James Dio. Et plus avant dans le temps, au début des années 90, Alice Cooper. Pour 1 heure carrément, quoi. 1 heure, il avait même... on discutait de l'image que les métalleux ont de gens incultes, etc. Et puis il s'était mis à déclamer du Shakespeare en direct à l'antenne, quoi. Voilà. Mais aussi quelqu'un d'extrêmement gentil, cool. Mais bon, des cools, il y en a des tonnes, quoi. Enfin, Bruce Dickinson. Il y en a plein. J'ai un souvenir très tendre parce que le mec était devenu un ami et il est décédé depuis. C'était Calvin Russell. Oui, aussi. Ce mec était, pour les gens qui ne connaissent pas, c'était un clodo dans les rues d'Austin qui jouait du blues, qui s'était fait repérer par le boss du label New Rose, un label français, qui l'avait ramené, fait les albums. Et puis finalement, ce gars avait commencé à marcher. Et il m'avait expliqué une anecdote, je ne sais pas s'il l'avait dit sur antenne ou pas, parce qu'il avait toujours un vieux chapeau complètement pourri. Et la maison de disques lui avait dit, écoute, ça serait bien peut-être de changer un peu, mettre un truc un peu plus. Et il avait dit, écoute, ce chapeau, c'était mon meilleur ami quand je faisais la manche, parce que les gens mettaient de l'argent dedans et il reste sur ma tête. Et oui. La façon dont il m'avait expliqué, je me souviens, c'était waouh. Bon, moi après j'avais participé à certains trucs, on avait fait des interviews avec Yvan Patchouli, parce que parfois on faisait des interviews lors de concerts qu'on ramenait à 21, comme on avait fait, bon, le nombre de jingles que tu as eu, ou You're Listening to Rock à Gogo, que ce soit avec les Blues Travelers, quand je bossais pour eux, moi je me souviens. Avec Skinner, ouais, c'était des moments assez incroyables. Voilà. Et pour rebondir sur le mythique, après on écoutera un morceau, et là,
vu que sur BXL, on s'en fout complètement, on n'hésite pas à balancer. On bat les couilles. Le catastrophique. Est-ce que tu as eu vraiment un truc où oui. Le mec qui s'est pointé, catastrophique, parce que c'est un gros con, parce que c'est un mec qui se prend. Ces gens n'ont pas besoin de leur respect. Si. C'est un jeune groupe anglais. Et j'hésite maintenant, je ne sais plus, tu vois. Je pense, ça devait être les Charlatans, mais je suis plus certain. Mais vraiment, tu vois, le genre. J'ai sorti un single, j'ai fait la couverture du NMI, le Musical Express à Londres, et donc je me prends pour le roi du monde. Enfin, le genre à dire, parce qu'on parle des influences, on n'a pas d'influence, hein, c'est notre musique à nous, le rock'n'roll c'est nous. On dira bon, je sens quand même un peu, je sais pas, il n'y aurait pas un petit peu les Beatles quoi quoi, bah non, c'est qui ça les Beatles, enfin, bon, bref, l'arrogance, bon, il y a une certaine forme d'arrogance rock'n'roll qui est sympathique, mais là, franchement, on sentait que ça les emmerdait d'être là, et que bon, ben, voilà, tu demandes pas qu'on te fasse la révérence, mais un minimum de respect, quoi. Et donc là, après 10 minutes, je dis, OK, interview terminée, salut, bye bye, avec l'attaché de presse qui était vraiment emmerdé. Mais j'ai un souvenir, comme j'ai tendance à devenir amnésique sur tout ce qui est traumatisant, donc tu effaces ça de ta tête, et donc j'ai un doute sur l'identité réelle du groupe. Mais c'était avant, pré-Britpop, donc début de voilà. Et un regret? Pardon. Ben, un regret. Un regret une interview que tu n'as pas pu faire ou qui a été annulée Jello Biafra, Neil Young, des gens comme ça, quoi. Parce que, bon, le principe était quand même d'essayer au maximum d'avoir la personne en studio en direct. Parce qu'il se passe autre chose. La personne arrive un peu avant, écoute la musique qu'on passe, écoute les interventions que je fais. Jean-Paul Suissmans qui traduisait les interviews, lui traduisait ce que je disais sur les disques qui passaient avant. Donc, l'interviewé sait dans quel cadre il se trouve vraiment, tu vois. Et du coup, même s'il est un peu méfiant au départ, mais très vite, les barrières s'abattent, quoi. Et donc, il y a un lien, puis on est tous ensemble dans le studio, en présentiel, pour utiliser un mot à la mode. Hein, et donc, du coup, le contact, il est différent, évidemment. Tandis qu'une interview dans une chambre d'hôtel où tu fais la queue leu toute la journée, le gars est coincé sur son divan et tous les quarts d'heure, tu as une attachée de presse qui dit « Ok, stop, terminé, journaliste suivant ». Et toi, tu arrives en 15e position. De la liste. D'ailleurs, c'est arrivé. Tu as des gens, ils faisaient des interviews toute la journée et puis, quand ils arrivaient à Rocagogo, tu sentais qu'ils ont… Donc, parce que là, je disais, désolé, il est sur Bruxelles, vous venez dans le studio, quoi. Parce que c'est beaucoup mieux. Et ils arrivaient, mais crevés, ras-le-bol, c'est marre et tout. Et puis, après 10 minutes, mais ils étaient super ravis d'être là, parce que ça n'avait rien à voir avec une interview à la chaîne, des interviews à la chaîne, dans un hôtel, tac, 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 tac. Et qu'après on allait boire des pots, et parce que ça aussi on faisait quand même souvent avec les musiciens. L'attaché de presse allait dormir et on disait t'occupe, on le ramènera à l'hôtel plus tard. avec patch évidemment souvent. Je me souviens quand Alvin Lee était passé, donc Alvin Lee était venu en studio et après on était descendu au Corbeau. Où il y avait un groupe de cover avec Titi Morio qui jouait. Et à un moment, moi, j'arrive près de Titi Morio exprès et je dis tiens, t'es fan de 10 Years After? Alvin dit ah ouais, c'est un mec génial et compagnie. Et moi, je rigole, mais je dis rien. Et en fait, le mec n'avait pas remarqué que le gars d'un certain âge qui était assis juste devant lui à les regarder jouer, c'était Alvin Lee. Et le mec était absolument. De nouveau, on parle d'Alvin Lee, c'est une personne qui était, enfin c'est un monstre, c'est un monument, quoi.
Le mec était à Woodstock, a fait pour moi une des meilleures performances de tout ce concert de Woodstock. Le I'm Going Home est phénoménal. Et là, tu vois, le type, il est assis au corbeau, peinard, à discuter. Ah oui, mais ça fait des souvenirs géniaux, quoi. C'est Bruce Dickinson qui lance la bavale au chien de Jackie dans un bar avenue de la Couronne. Ou qui passe derrière le bar à la le Silly World, voilà, qui n'existe plus. Bon, salut Jackie, si tu nous entends, que tu es toujours vivante. Donc on avait des postes, les troisième mi-temps, quoi, tu vois, post-émission souvent, où justement les artistes décompressaient de toute leur journée d'interview, puisque ils n'y coupaient pas, évidemment, avant d'arriver au studio le soir, ils avaient eu toute une journée d'hôtel, takada, quoi, et voilà. Et donc, qui passe à la galerie d'enfer derrière le bar pour servir des bières avec nous, parce qu'il en avait ras-le-bol. On l'emmène, c'est phénoménal, quoi. Oui, c'est vrai. Moi, ça reste un magnifique souvenir, ça. Maiden à la galerie d'enfer. Oui, Maiden à la galerie d'enfer, c'est aussi un. Donc, mais ce qui est intéressant de constater quand même, c'est plus tu es dans le métal, dans les musiques dites dures, et plus tu tombes sur des gens qui sont des crèmes, quoi, en fait, souvent. Bon, on va pas faire de généralité abusive, mais c'est souvent le cas. Des gens qui ont une maturité intérieure, quel que soit leur âge, qui se prennent pas la tête, qui savent, qui connaissent très bien leurs qualités et leurs insuffisances, qui sont lucides sur eux-mêmes, en fait. Ça, Alice Cooper, il m'a frappé là-dessus, quoi. Je veux dire, il est vraiment d'une intelligence remarquable, ce gars-là. Et d'une culture. Ce que tu parlais des charlatans, c'est typiquement ce syndrome anglais. Je ne suis plus certain à 100% que c'était eux. Il y en avait plein d'autres, hein, mais dans le il y a d'autres groupes. Oui. Il y a d'autres groupes dans le même style. Je veux dire, quand j'ai mixé pendant des années au DNA, et parfois les groupes qui étaient à la baie se pointaient au DNA après. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que plus ces jeunes groupes, parce que le problème, c'est que l'Angleterre a le syndrome Beatles Stones et transforme tout jeune groupe avec NME et compagnie en explosion totale. Ces mecs sont des méga stars en Angleterre, au sol, et quand ils arrivent, en plus en Belgique, on a quand même la réputation d'avoir un public. Il ne faut pas oublier que la plupart des grandes tournées à l'époque, les premières dates se faisaient en Belgique parce que c'était un public test. Et parce que le public belge n'est pas le public allemand. Si tu as été connu, même si tu fais de la merde actuellement, il t'adore encore. Je me rappelle de concerts de Blue Oyster Cult en Allemagne pathétique. J'étais avec Yvan, je crois qu'on avait fait justement l'interview pour Rocagogo. Et putain, mais c'était pathétique. Mais le public allemand, ils ont aimé, ils sont encore là. Alors que le public belge, même si t'ont aimé et que t'es pas bon, ça passe pas. Et ces types se retrouvaient en Belgique, méga stars en Angleterre, et ils agissaient comme tels. Et le public belge le regardait style ouais, et alors? Et qu'est-ce qu'il dit d'autre? C'est ça, voilà. Je propose de refaire un petit break musical. Quand on parlait justement de bonne mentalité, ben, je proposerais le Motorhead. Tu as choisi dans les 3 morceaux, il y avait le Motorhead Stay Clean. Je suppose que c'est une dédicace à quelqu'un en particulier. Non, c'est vraiment une de mes chansons préférées, parce qu'au départ, c'est quand même c'est souvent chez Motorhead, c'est sur les phases B qu'on a la meilleure surprise en fait, hein, de single. Et puis Stay Clean, c'est intéressant parce que c'est aussi une chanson qui est assez engagée, notamment par rapport à la religion où à un certain moment, il hurle ne croyez surtout pas tous ces bonimenteurs de prophètes et garder le Stay Clean, le message, c'est aussi conserver votre libre arbitre. Voilà. Vous êtes votre seul Dieu ou votre seul diable
Il n'y a pas. Mais tous ceux qui veulent vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire dans la vie parce qu'ils sont les représentants officiels d'un éventuel Dieu, eh ben, vous les envoyez bouler. C'était ça le message de Lemmy dans cette chanson. Donc, il a remis le couvert avec Don't Need No Religion, mais No Voice is in the Sky. 3 ans plus tard. Et aussi, voilà, en fait, oui, il a parlé de religion une bonne dizaine de fois hein, dans toute sa discographie, quoi. Mais Stay Clean, pour moi, c'est une des meilleures de la première période Motorhead, quoi. C'est du Motorhead à 150%, je trouve. On va en profiter pour le... C'est subjectif, hein. Ouais. Non, personnellement, je partage complètement. Bon, je suis un gros fan de Motorhead. Et santé à notre ami Patch qui est en train de boire des jacks avec notre copain Lemmy. Et Dio, hein. Ah, peut-être pas des jacks avec Dio. Je suis pas certain que Dio soit tout le temps avec Patch et non, probablement pas. Ce morceau, Stay Clean, donc, ne parle certainement pas de drogue. Pour avoir fait les after-concerts avec Lemmy grâce à Patchouli, je peux vous assurer qu'avec Lemmy, c'était toujours des très grands moments et c'était vraiment génial, quoi. Voilà. Stay Clean, Motorhead, et on se retrouve juste après. Chaque fois que j'entends ça, je sais exactement pourquoi j'ai le logo tatoué en grand dans le dos, quoi. C'est oui, le message, c'est soyez clair avec vous-même, quoi. Voilà. En fait, c'est ça le vrai message de la chanson. Et je trouve qu'elle est super efficace. Tout Motorhead, le meilleur de Motorhead est là, quoi. La façon dont il joue de la basse et tout. De façon, à l'époque, c'est profondément original. Par rapport au format habituel du rock'n'roll, quoi. La façon d'utiliser la basse à la fois comme une basse et comme une guitare rythmique, quelque part, quoi. C'était quand même très particulier. Ce que beaucoup ne savent pas, parce que maintenant Motorhead, surtout depuis qu'il est mort, tout le monde en dit du bien. Je me rappelle dans les années 80, Motorhead, c'était trop métal pour les punks et trop punk pour les métalleux. On disait pas métal, on disait hard rock à l'époque, mais Motorhead n'était pas le truc énorme que tout le monde respecte maintenant. Motorhead, je pense, était trop réel, peut-être. Et Lemmy, j'ai trouvé sur une interview qui était passée à Arte où il écrase complètement des gens comme Andy Warhol. Il parle de Slipknot d'une façon... il n'est pas cool avec Slipknot, mais c'était ça, Lemmy. Il a rencontré Jacques. Quand tu discutais avec Lemmy, c'est le mec qui n'en avait rien à foutre et il te disait exactement ce qu'il pensait, quoi. Lemmy était parfois... Enfin, il n'était pas bipolaire, mais il y a des jours où il est dans son truc, fout-lui la paix. J'ai toujours entendu ça aussi. Ouais. Et par contre, il y a d'autres moments, il parlait de plein de trucs. C'était quelqu'un qui avait une culture absolument aussi incroyable. Pas comme un Alice Cooper au niveau intellect, on va dire, mais un regard sur la vie tellement incroyable. Et dire, ouais, non, ça, c'est de la merde, quoi. Mais les gens n'osent pas dire que c'est de la merde. Mais oui, il n'aimait pas les tricheurs, il n'aimait pas les bonimenteurs. Puis, enfin, il aimait bien ce qui venait des tripes, d'où son amour du blues et son amour du rockabilly des origines, donc des musiques qui viennent des bas-fonds, quoi. En fait, oui, il avait un spectre musical beaucoup plus grand que ce que beaucoup de gens pensaient. C'est un gars, le métal m'intéressait très peu. Moi, pour avoir discuté avec, j'ai vraiment fait le lien avec les Ramones. Les Ramones, c'était des gars qui voulaient jouer du 50s, mais en ne sachant pas jouer. Mais ils ont créé un des trucs les plus incroyables dans l'histoire de la musique. Et les Motorhead, eux, ils savaient jouer, mais
ce qu'ils jouaient, c'était simplement du rock'n'roll 50s, mais avec des très gros moyens sonores, on va dire. Oui, ben en fait, c'est comme une forme de malentendu, hein, parce que justement, on parlait d'étiquette tout à l'heure, on va te coller une étiquette sur la gueule en tant que musicien. Donc, Ramones aussi, il y a eu un malentendu. Dire, groupe punk, oui, mais enfin, bon, ils adoraient la soft music enfin, les gens sont pas univoques, ils sont pas binaires, enfin, les gens vraiment intéressants, quoi. Les Ramones, c'est les Beach Boys mal joués, hein, et avec des gros amplis, quoi. Ces refrains, c'est des refrains typiques de ce truc 60s. Ah oui, mais évidemment. Et donc, en même temps, enfin, ils sont punk parce qu'ils sortent à l'époque punk et qu'ils deviennent une sorte ils deviennent iconiques. Ils deviennent un symbole par la manière d'être. Mais musicalement parlant, il y a les Ramones, c'est de la pop qui a des couilles, quoi. Ouais, bon. Et Motorhead, c'est pas du heavy metal à la Mötley Crüe, à la Judas Priest, ça n'a rien à voir. C'est du rock and roll, mais play hyper loud en fait, enfin, hyper fort et hyper rapide, voilà. Mais dans la texture des morceaux, si tu ralentis les morceaux, on est dans du rock, c'est du rock and roll. On voit bien, quand il officiait dans Hawkwind, Hawkwind aussi était mal vu pour les mieux qui aimaient le psychédélisme et le space rock. Hawkwind, c'était trop dur, c'était trop lourd, enfin, c'était trop ceci et pas assez cela. Enfin, bon. Et Motorhead, c'est ça aussi. Ou les Ramones, c'est trop ceci et pas assez cela. Parce que tu vois, les Ramones, ils sont super célèbres maintenant, mais ils ont jamais vendu, à l'époque, plus de 100 000 exemplaires dans leurs albums. Hein. Il a fallu oublier ça. Il a fallu que les grands du rock se penchent sur leur berceau. Je déteste U2, je déteste Bono, enfin, pas détester U2, mais je déteste Bono pour ce qu'il est devenu. Mais Bono, quand ils ont voulu donner le rock, je ne sais plus quoi, award à U2, Bono a dit, mais comment ça se fait que dans le Rock'n'Roll Hall of Fame, les Ramones n'aient jamais été cités? Et Bono avait dit, si c'est pour nous le donner, mais ne pas avoir les Ramones dans le Rock'n'Roll Hall of Fame, il ne faut même pas nous le donner. Et c'est grâce à ça que je ne savais pas, ça c'est chouette. Voilà. Ok. Pouf. C'est le seul truc que je peux dire de sympathique. Réhabilitation de Bono. Exactement. Mais il a encore beaucoup à faire. Et bon, Lemmy était complètement en dehors du temps. Moi, perso, la première fois que je l'avais vu, c'était au Birkelder, la fameuse fois où il avait signé sur ce mur, dans le bas des marches à gauche. Le patch les avait amenés là-bas. Et moi, je les regardais de loin. Je n'avais jamais osé, parce que j'étais tout gamin. Je n'aurais jamais osé. Et je me souviens m'être fait prendre en photo devant l'autographe de Lemmy, parce que Lemmy avait signé sur le mur. Là, c'est... Et Patchouli aurait bien aimé découper un pan du mur, mais bon. Ça n'y est plus. Je lui ai un jour offert un 33 tours de Motorhead qu'il n'avait pas. J'ai vu un patch comme vraiment ému d'une façon incroyable. C'était le City Kids. Ce qu'il n'avait jamais trouvé. J'avais un jour trouvé ça, je ne sais plus où. Et, il me dit, ah, mais je ne l'ai pas celui-là. Je suis désolé, quand tu as un pote comme Patchouli et quand tu connais son amour pour Motorhead, même si toi-même tu aimes Motorhead, ben, tu lui offres, quoi. Je n'ai pas le titre de propriété comme certains peuvent avoir pour leur vinyle, même s'ils s'en foutent. Mais non, là, c'était un cadeau à Patch, quoi. C'était... bah oui. Bon. City Kids. C'était... Ouais, City Kids. Très chouette truc. J'avais un dernier mot avec bon, dans les trucs que je disais, fou furieux. Bon, tantôt tu as cité Arnaud. Dans les gens que tu as pu recevoir, ce que tu as vu comme furieux, enfin non, il est super gentil. Hein. Ouais, fou furieux, ça peut être positif aussi. Hein. Ah oui, oui. Bah, quelqu'un qui est.
Arnaud, il m'a un jour dit au comptoir, à l'époque ça s'appelait l'Acrobate, c'est devenu le Central maintenant, mais à l'époque ça s'appelait l'Acrobate. Et alors, je commande ma bière et je vois un mec complètement bourré qui arrive à côté de moi. Il me fait si tu me payes un bière, tu es mon ami pour la vie. Wow, Arnaud, je vais payer sa chope. Et c'est vrai que 2-3 semaines plus tard, j'étais un peu, sur une terrasse dans le centre-ville et le Arnaud Passe me voit et il est venu, il s'est assis à la table où j'étais avec des potes. Il a commandé une tournée. Il dit, je t'avais dit, tu étais mon ami pour la vie. Il a vidé sa bière et il est reparti. Il le ferait encore aujourd'hui, ça? Il aurait la mémoire? J'en sais rien. Là, c'était 15 jours après. Mais ça m'avait énormément touché. Moi, Tissimatic, ça a été un de mes premiers concerts en Wallonie. Malheureusement, c'était un organisateur à Astières qui avait organisé un festival avec Ange, Twee Belgen, Tissimatic, encore d'autres groupes belges dont j'ai oublié. Et ça avait été, malheureusement, le mec, quand il avait organisé son fest, il ne savait pas qu'il y a un gars qui s'appellerait Bob Geldof et qui viendrait organiser le Live Aid retransmis sur toutes les TV le même jour. Voilà. Mais sinon, enfin, en matière de fou furieux, ben là, je vais citer 2 rencontres post-Rocagougou. Donc, à l'époque où je faisais Les Bells sur Classique 21, où on était chaque année en direct du Grass Pop. C'est 2 rencontres. C'est des fous furieux, donc des gens qui sortent vraiment de l'ordinaire, qui ont tout subi dans leur vie, dont tu te demandes comment ils sont encore vivants, simplement parce qu'ils ont un appétit de vie de dingue. C'était les musiciens de Anneville. Les 3 de Anneville, c'est quand même des gens mais extraordinaires. Dire, quand on leur a dit, ben voilà, vous avez une interview sur la radio, on leur dit c'est la radio nationale et tout. Ils ont, ah bon, voilà. Et puis ils croyaient qu'ils étaient là pour 5 minutes, ils sont restés une demi-heure. Ils étaient vraiment, ils étaient tout émus comme ça. Enfin, dire, pour eux, c'était waouh, enfin, c'était extraordinaire, quoi. Mais quand ils te racontent comment ils peuvent pas aller chez le dentiste chez eux parce qu'ils n'ont pas les sous pour, et enfin, les galères, ça va loin, quoi. Mais des gens qui ont jamais transigé sur ce qu'ils voulaient faire comme musique. Et pour moi, ça reste des gens extraordinaires. Et Tom Warrior de Celtic Frost aussi au Grass Pop, où là c'était vraiment aussi émouvant parce que il raconte, il dit que le métal l'a sauvé, mais sauvé de quoi? Je pense que c'est la seule fois où en radio il a été à fond dans tous ces traumatismes d'enfance et d'adolescence, hein, en personne placée en home, avec viol à la clé, etc., etc. Bonjour les gentils animateurs. Enfin, c'est vraiment ce gars-là, c'est un survivor, hein. Et effectivement, le métal l'a vraiment sauvé. Et donc, on l'écoutait, on se disait, ok, je comprends que sa musique soit aussi sombre, aussi noire, aussi qui puisse apparaître aux yeux de certains comme étant extrêmement violente, mais c'est une catharsis en fait. Et donc, je me souviens qu'à la fin de cette interview-là, on était en direct, hein, il est sorti du studio, puis il est revenu et il m'a pris dans les bras et il m'a dit waouh, j'ai jamais osé dire ça devant un micro avant, quoi. Mais moi, je m'y attendais pas, tu vois, autant. Tu as beau savoir abstraitement que, ok, il a pas eu une enfance facile, etc. Mais quand tu as quelqu'un comme ça qui vide son sac, j'étais vraiment, moi ça m'est resté, hein, très, très fort, quoi. Très fort. Et j'ai commencé du coup à réécouter Celtic Frost autrement. Et à beaucoup plus percevoir toute la profondeur nihiliste qu'il y a dans cette musique, quoi. Donc ça, quand on parle de fous furieux, c'est des gens qui ont
Et Anvil, enfin, oui, c'est des gens qui ont vraiment souffert, en fait. Tu vois? Tu as vu le film avant de se mettre en musique et souffert après pour leur musique. Tu parlais d'Anvil, tu as vu le film? Oui. Ben ça, bon, c'est quand même. C'est des trucs de dingue, ça, tu vois. Manu, ici, donc, que tu connais, donc ma nana, n'est vraiment pas fan de métal, elle est plus sur le punk rock ou à la limite le trash et tout ça. Et après avoir vu le film Anvil, elle m'a regardé, elle fait on ne rachèterait pas un disque ou deux sur leur site? Bah oui, mais c'est. Il faut bien les choisir. Mais c'est d'abord, c'est des rockers, quoi. C'est des vrais. C'est du véritable rock'n'roll, point barre, tu vois. C'est tout. Et ils croient toujours qu'ils vont le faire, quoi. Tu vois? Ah oui, mais c'est ça. Ils ont une abnégation. Ils n'ont pas compris. Ils disent, on joue à tous ces groupes, parce que ça commence comme ça. Tu as tous ces groupes au Japon. Tu as Bon Jovi, Motley Crue, Ozzy Osbourne, Scorpions et Anvil. Tu dis, à l'époque, Anvil était au même niveau que les autres. Quand tu dis ça à des jeunes de maintenant, ils disent, Anvil, qui? C'est quoi Anvil? C'est un groupe local? Mais non, Anvil était à ce niveau-là. Mais quand tu les entends, ils n'ont pas capté pourquoi eux, ils n'ont pas marché. Je pense qu'ils étaient trop réels par rapport à ce qu'ils sont. Oui, c'est clair, mais ils ont raison de ne pas vouloir capter, parce que sinon, ils arrêtent tout de suite. Donc, il faut un certain niveau d'inconscience pour continuer envers et contre tout, de rester fidèle à leur idée de départ, quoi, en fait. Donc moi, je les admire, c'est des gens profondément honnêtes. En fait, c'est ça, mais tous les gens que j'ai le plus appréciés, c'est des gens honnêtes, ou alors c'est des narquois à la Alice Cooper qui sont qui font semblant d'être cyniques, mais qui en fait ne le. Mais bon, je sais pas, on va prendre d'autres exemples. Doro, par exemple, quoi, tu vois, qui est très sympathique, très gentil. Qui est une nana extraordinaire, quoi. Elle est vraiment. Je ne suis pas fan de sa musique, mais humainement, elle est incroyable. Humainement, enfin, c'est vraiment une bonne personne, quoi. Et du coup, c'est une tellement bonne personne qu'au départ, effectivement, oui, je n'étais pas trop fan. Pour moi, c'est un peu trop gentil pour moi, si tu veux. Quoique, bon, puis du coup, après, genre, tu revisites les premiers Warlock autrement, quoi. Les Warlock, pour moi, ça reste ça, Doro. Et donc, musicalement, en tout cas. Ah oui, et du coup, bon, je dis heureusement que je l'ai rencontré en vrai. Je me dis, j'ai raté quelques épisodes que j'ai été redécouvrir après, donc les premiers albums de Warlock qui sont épatants. Ils sont vraiment le bon hard rock du début des années 80, en fait. Mais donc, oui, les rencontres, c'est dans tous les styles, hein, comme tu disais, ça va de Calvin Russell à Alvin Lee, en passant par la Muerte, les gens de Front de 4-2, c'est chaque fois, c'est des rencontres qui t'apprennent quelque chose, en fait. Voilà. Bon, j'ai un souvenir à Rocagogo, parce que bon, j'ai eu la chance d'y passer régulièrement en tant que spectateur. C'est quand quand tu avais reçu les pizzas et Greenhorns en même temps. Oui. C'est une très mauvaise idée de mettre ces deux groupes ensemble. Et une personne à qui je vais lever mon verre, c'est le REM, qui était là. Et à un moment, tu expliques que quelques jours plus tôt, tu avais reçu Andy de Thérapie. Oui. Et à ce moment-là, il y a Marc qui rentre dans le studio et on le voit à travers la vitre de l'aquarium, comme j'appelle ça. Et il fait « Ah, et aujourd'hui, c'est le chanteur de Chimiothérapie. » Il te lâche. Et c'est le REM, c'était hors antenne, parce qu'il voit arriver Marc. Donc, Marc, qui avait perdu tous ses cheveux, on va dire. Et tu as le REM qui ne peut pas s'empêcher de faire du REM et qui te lâche. Ouais. Et aujourd'hui, c'est le chanteur de Chimiothérapie. Et
ça avait été, mais écoute, un fou rire, je me rappelle de ce truc. Et quand on l'avait expliqué à Marc, il était plié en deux aussi, évidemment, parce qu'il y avait pas mal d'humour. Et ça, c'était typiquement, parce que c'est un gars que j'aime bien de temps en temps, parce que le REM, c'est quand même le seul mec que je connais qui ait vu Hendrix et Joplin. Et quand il parlait de ça sur une table accoudée au Sprock, moi je me rappelle de l'écouter comme si c'était un prophète, on va dire. Je buvais ses paroles, moi j'étais un gamin de 20 ans, et quand tu as un gars qui te dit qu'il a vu Joplin et Hendrix, bah, tu fermes ta gueule et tu l'écoutes, quoi. Moi c'est comme ça que je l'avais vécu, quoi. Bah, et ça pour moi c'était un des passages les plus où tu avais posé la question à un des mecs des Pizza Crushers, tu lui avais dit et pour toi Harley Davidson ça représente quoi? Parce qu'il y a plein de gens qui disaient la liberté, ce genre de truc. Et le gars il t'avait dit la bécane qui est garée devant parce que je suis venu comme ça. Et c'est des phrases qui se sont passées, je crois qu'il y a 30 ans. Ça dit, enfin oui, voilà, il y avait la rivalité bruxelloise entre Greenhorn et Pizza. Une autre fois, on avait fait la moitié Front 2-4-2 ensemble. Et parce que beaucoup de gens s'imaginaient qu'en fait, vu leurs styles musicaux respectifs, ils étaient censés se détester. Bon, même si tous ceux qui fréquentaient le DNA voyaient bien que ce n'était pas vrai du tout, évidemment. Mais hors Bruxelles, hors DNA, beaucoup de fans de la Muerte aimaient pas Front ou comprenaient pas Front et vice-versa. Et donc un jour, on a réuni tout le monde ensemble dans le studio. Et ça, c'était aussi assez instructif. Bon. Il y a eu Hooligan après, qui était Richard et Marc. En parlant de la Muerte pour les collectionneurs, le live de la Luna sort bientôt en vinyle. C'est le seul album de la Muerte qui n'existe pas en vinyle. Il existe en CD et en DVD, mais il n'existe pas en vinyle pour l'instant. Mais il est pressé et il arrive bientôt dans les bacs. Et il va falloir se dépêcher parce que je crois que ça va être un pressage qui va être assez limité. Bon. Et aussi, autre souvenir à propos de la Muerte, en fait, il y avait souvent un invité en première heure, un invité en deuxième. Donc, en deuxième heure, donc première heure, la Muerte, deuxième heure, thérapie, au début de thérapie. Hein, donc, on est en 2, en 3 par là. Et donc, la Muerte s'en va, et puis thérapie arrive 3 minutes après. Et puis Andy Cairns qui dit on a croisé des gens dans les couloirs et leur tête, ça nous dit quelque chose. Et moi, je dis c'est un groupe belge que vous ne allez sûrement pas connaître, la Muerte. Quoi? La Muerte? Dire, bon, et donc, je dis, putain, il faut foncer dans le couloir, les rattraper, quoi, tu vois, parce que, voilà, ils admiraient la Muerte. Et donc, on a essayé de les rattraper, mais c'était trop tard, ils venaient déjà de passer la sortie, et voilà. Mais donc, ils s'étaient croisés dans le couloir, et donc Andy Cairns s'était dit, mais cette tête-là me dit quelque chose. Et visiblement, ça aussi, c'est le genre de truc, tu te dis, ah bon, tu t'y attends pas, quoi, tu vois, que finalement, la Muerte vous un culte à la Muerte, quoi. Ce que je vais trouver personnellement logique, pour moi, la Muerte, c'est un des plus grands groupes de rock de l'histoire du rock. Oui, mais il faut le savoir, même en Irlande, quoi. C'est ça qui est fou. Et c'est vrai, mais bon Dieu, si on avait pu les rattraper, ça aurait fait une séquence géniale. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je parle justement de thérapie, justement, c'était le début où. Est-ce qu'il y a des groupes qui sont arrivés, c'était, on va dire, des bébés rockers totalement inconnus et qui sont devenus énormes, mais que le jour où tu les as reçus, tu t'es dit, ça va devenir énorme. Ou tu as pressenti, par exemple, en parlant de thérapie, si c'était au début, thérapie est devenue quand même un groupe. Ça, oui, mais c'est un peu prétentieux de dire qu'on devine toujours tout. Mais c'est clair que des groupes comme Thérapie, De Boire, par exemple, tu vois, De Boire, ça, je me suis dit, waouh, celui-là,
ça va comme rock fusion qui mélange influence blanche et black, ça va aller loin. Bon, le signe souvent, c'était est-ce que les groupes l'année suivante étaient à Dour ou pas? Parce que forcément, les gens de Dour écoutaient l'émission et donc ils faisaient un peu leur marché en fonction de, pas seulement de l'accessibilité d'un groupe, mais aussi en fonction de leur goût, quoi. Et donc, bon, maintenant, on a tendance avec le temps à retenir, si je reprends les listes, les agendas de l'époque, il y a aussi plein de groupes qui n'ont pas vraiment concrétisé leurs promesses, qui sont passés sur antenne aussi, et on a tendance à retenir que les bons souvenirs. Mais quand même, tu sens bien tout de suite, il y a des gens qui te marquent. Les gens marquants ou potentiellement marquants, tu les sniffes quand même. Au-delà de tes goûts personnels, hein, je précise bien. Hein. Enfin, personnellement, je me suis souvent planté. J'ai vu un jour Suicidal, la première partie était toute en noise, strident et compagnie. Je me dis, putain, mais. Et je dis à mon pote, c'est ça le fameux truc que tu trouves énorme. J'avais trouvé ça à chier. C'était Rage Against the Machine. J'aurais trouvé ça. Oui. Mais. En live, c'est différent. Oui, et vice-versa. Je veux dire, tu tombes amoureux d'un groupe qui n'aura pas beaucoup de lendemain parce que tu étais de bonne composition ce soir-là. Enfin, bon. Mais. Et puis, tu peux aimer les gens pour des groupes. Moi, il y a des groupes que je ne peux pas vraiment être critique envers eux. Enfin, critique. Je ne vais pas écouter beaucoup leurs albums, mais j'aime tellement les personnes de ce groupe que je vais aller les voir en live, je vais m'amuser, mais musicalement, oui. Bon, je prends Front, par exemple, je m'entends très bien avec la plupart des gens de Front, je m'entends super bien avec Richard, je les ai revus à New York et tout, mais à la base, c'est pas mon truc, quoi. Ah, c'est évident, c'est évident que ça joue dans la perception que tu as d'un groupe, et à l'inverse, quelqu'un dont tu aimes la musique qui débarque dans ton studio et qui est vraiment parfaitement désagréable, bah, tu vas plus écouter sa musique de la même manière, quoi. Voilà. J'ai eu le coup avec certains concerts, moi, que le mec est tellement casse-couille sur scène que c'est difficile à l'écouter par la suite. Par exemple, Hall, hein, bon, voilà. Courtney Love, tu vois. Bon. Bah, son groupe, génial, super, quoi. Surtout la bassiste. Mon Dieu. Ah, mais ça. Oui. Oh là là. Attends, si, on a eu un flash, quoi. Mais bon. Mais Courtney Love, attends, elle est même jamais arrivée dans le studio, quoi. Elle avait trop fait la fête à Amsterdam la veille. Tu sentais. Et puis donc du coup, évidemment, et les trois autres étaient là. Eux, ils étaient là au rendez-vous, tu vois. Et donc, forcément, ils sont un peu lâchés sur la patronne, quoi. Bon. Elle avait mixé, je l'avais rencontrée à Dour, elle avait joué une année en solo. Quand moi, je mixais, grâce à toi, parce que j'ai eu la chance de mixer à Dour, c'est grâce à Jacques. Et en fait, on avait ce projet un peu fou à l'époque d'essayer de convaincre Alex, parce que Dour faisait venir des milliers de rockers en journée, mais une fois qu'il était minuit, tous ces rockers ne savaient plus où aller. D'essayer d'avoir un chapiteau pour nous. On est au moins un chapiteau rock'n'roll toute la nuit. Ça, avec un collectif de DJ, toi, Dope Massacre, enfin bon, voilà. Et on se serait succédé, mais bon, voilà. Oui, ça, c'est un de mes grands regrets. Mais c'est vrai que Courtney, enfin, tu vois, je sais pas, c'est quelqu'un de. Enfin, on ne l'a même pas vu, tu vois, mais d'après ce qu'on disait les autres, c'était problématique, quoi. Bon, peut-être que c'est une très chouette personne, mais ce qui est problématique, c'est la consommation de drogues qui fait que tu deviens, socialement parlant, invivable, en fait. Tommy Victor, qui lui n'était pas dans les drogues, le mec de Prong. Bon. Prong est un groupe fabuleux, je trouve, mais Tommy Victor reste un crétin fini, quoi. Moi, je me suis presque pris la tête avec lui dans un autre heure du matin. Et il y a beau faire, je trouve toujours ces albums de Prong fabuleux, mais
en connaissant la personne, je suis plus le fan que j'étais avant de le connaître. Ben, c'est vrai que parfois, dans certains cas, donc je me dis peut-être que les gens qui sont jamais venus au micro, ben, peut-être que c'est un signe du destin, je ne sais pas. Tu vois, je serais très triste de devoir me dire, par exemple, enfin, je sais pas moi que. Enfin, il y a des gens qu'il vaut mieux pas rencontrer, je crois. Enfin, j'imagine. Bon, et Bob Dylan, par exemple. Mais j'en sais rien, tu vois. Peut-être qu'il aurait été là en direct et que ça aurait été géant. Mais ça aurait peut-être aussi été imbuvable. Enfin, en même temps, attention, c'est paralysant aussi. Hein, tu es le petit animateur belge et tu es face à un Alice Cooper, par exemple. Tu es un peu gloup. Tu es un peu paralysé hein, au début de l'interview, tu vois. Parce que tu es toi-même fan, en fait. Tu as préparé un stock de questions, mais tu ne sais jamais comment est-ce que ça va se passer. Donc, tu es un peu comme ça, tu vois. Tu as des pépettes, quoi. Enfin, et je pense qu'il faut rester comme ça aussi, tu vois. Il faut rester le plus humble possible par rapport à des gens pareils. Mais tu ne sais jamais comment ça va se passer, en fait. C'est vrai que même comment ils vont être. Il y a des personnes que quand tu rencontres, tu as un certain. Bon, je rappelle, moi j'ai fait un jour l'interview de Ian Anderson de Jethro Tull. Et le mec était là. Hein, tu utilises quoi comme appareil photo? Parce que je travaillais pour un petit fanzine à l'époque et je faisais des interviews, mais je devais faire les photos aussi parce qu'on n'avait pas un photographe ou des trucs comme ça. Je fais, c'est un Canon. Ouais. Moi je travaille avec Leica. Ouais, Canon, c'est. Et là, en fait, avant de commencer l'interview, le mec m'avait mis dans un état d'infériorité absolument total, en me cassant sur le fait que j'étais un jeune quête de 22 ans, que tout ce qu'il avait comme pognon, c'était se payer un Canon. Et après, je me suis dit. On prend plein à la gueule, quoi. Quel connard, ce mec, quoi. Quel connard. Oui, faut arriver à se le dire après, hein, aussi. Parce que. Mais. Ça dit quand même, globalement, c'est vrai que souvent, il y a des gens, enfin, je sais pas, je vais encore citer encore 2 autres personnes avec qui j'ai vraiment une chouette complicité au fil des ans, parce qu'ils sont revenus plusieurs fois. C'est Tom Robinson, du TRB, le Tom Robinson Band. On est vraiment resté en contact très très longtemps, mais avec vraiment une complicité qui allait au-delà de l'interview, quoi. C'était, on parlait après de plein d'autres trucs. La vie familiale, comment avoir des mots, mais les gérer, enfin, tu vois, et où tu sens, tu te dis, ah ben oui, ok, c'est pas seulement qu'il pense comme moi, c'est il le ressent comme moi, en fait, tu vois, on est bon. Et l'autre exemple, c'est Steve Wynn, de Dream Syndicate, qui est quelqu'un aussi d'étonnant, d'humanité, et donc, pour moi, c'est quel privilège quand même de gagner ta vie en rencontrant des gens comme ça, quoi. Et c'est vrai que les emmerdeurs, style jeune roast-beef arrogant qui prétendent n'avoir jamais entendu parler des Beatles, bah, tu les oublies, quoi, très vite. Enfin, tu passes à autre chose. Maintenant, bon. Mais bon, ça dit que j'ai plus. Par rapport à la Grande-Bretagne, c'est vrai qu'en général, je ne fais pas de généralité absolue. Quand ça se passe très bien, c'est des Irlandais, c'est des Gallois et c'est des Écossais. Bon. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Mais c'est peut-être le fond celte commun, mais tu vois, où les contacts sont les meilleurs, les plus francs et les plus immédiats, en fait. Voilà. Mais tu vois, je vais citer tantôt parce que pour moi, ça reste un souvenir absolument phénoménal. C'était Ian Gillan. Je l'avais rencontré le matin parce que j'avais fait une interview pour le petit fanzine. Et puis, on se retrouve le soir, donc, à la RTB. Et on discute. Et moi, il fait, mais tu sais, on joue au mois d'octobre. C'était au printemps, il était venu. Et il me dit, écoute, on va venir au mois de septembre, au mois d'octobre, à Forêt Nationale, on a la tournée qui passe. Elle me dit, donne-moi ton nom, je te mettrai sur la guest. OK. Et en fait, au mois d'octobre ou novembre,
quand j'arrive à Forêt, moi j'avais mon pognon parce que je me dis, je vais probablement devoir payer ma À place. 90%, il a oublié. Bon, Sur la guest list avec un All Laureate où j'ai pu aller backstage rediscuter. Et quand il m'a vu, ah, ben, je suis content, tu as eu ta place et tout ça. ah oui, donc il n'avait pas oublié, quoi. Non. Et Monsieur Yann Gillan. On ne parle pas d'un mec que tu as croisé loin de. Putain, on parle de Yann Gillan. Quoi. Et j'aurais toujours le respect absolu pour cette personne parce que bon, c'est Yann. Et ça, c'est merci. On arrive tout doucement à la fin parce que j'en encore après une séance avec. Mais il y a un truc que j'ai écrit il y a quelques années. Je crois que ça doit dater justement de l'époque de ce fameux concert au hall de Scarbeck, quand on parlait de supprimer, c'était le fameux SOS Rock à Gogo. Et j'ai envie de relire cette lettre, en fait, parce que je trouve qu'elle elle a encore peut-être plus d'actualité avec ce qui est devenu 21 actuellement, et tout ça. Salut Jacques, depuis que tu es parti, on se sent un peu orphelin. Il n'y a pas à dire, on râlait parfois sur tes Dylan, mais même Dylan, ils ont supprimé. La culture rock. Attends, c'est qui écrit? C'est moi qui ai écrit ça il y a. Ah, d'accord, ok. 30 ans. Tu l'avais envoyé à l'époque. Ça avait été publié sur. Enfin, c'était dans Fox Metal, un fanzine de Bruxelles. Si, moi, j'écrivais. Ok, d'accord. Ok, vas-y, sorry, je t'ai interrompu. La culture rock est devenue effrayante. Les jeunes croient que Guns N' Roses a écrit Knocking in Heaven's Door et que Nirvana a inventé le rock. En fait, j'oubliais, mon groupe a splitté, comme la plupart des groupes belges. Tu sais, sans aide, c'est pas facile. Quelques organisations survivent, mais au niveau rock, c'est vraiment du rock de salon. Et pourtant, rock à gogo, ça marchait. Il y avait pour tous les goûts, art, blues, rock, punk et bien d'autres. Ouais, rock avec un grand R, sans discrimination pour les concerts. On était bien informés et pas seulement sur Torrent-Werther. Tiens, tu te rappelles l'année où ils ont supprimé l'émission Quel festival? C'était pas pour les calculettes grises. Tu te rappelles de cette expression? Les calculettes grises qu'on employait pour. La plupart de ces groupes, tu les passais déjà avant leur succès car Rock à Gogo ne marchait pas au Week Parade. Tout le monde avait ses chances. Un jour Wasp en studio, le mois suivant les Garçons Bouchés, mais aussi les Pizzas, Diviette, Catalepsie. Sans ton aide, on est vraiment paumé. Arrête de faire écouter Dylan et Fils au papou et reviens, sinon on est foutu. Merci. Il faut aussi rendre à ne pas oublier avant ce coup-là en 93. En fait, il y avait une autre émission qui passait initialement sur le deuxième programme de la RTB en radio, ce qui est devenu plus tard Vivacité, qui s'appelait Perfecto. De Philippe Gauthier, qui a duré de 89 à début 92. Et qui, eux, c'est plus... c'est une équipe qui visait un public plus teenager à partir de la RTB Namur et qui était beaucoup plus branché, on va dire, tu avais à la fois Berrurier Noir ou Ludwig von 88 et Sonic Youth, tu vois, enfin, bon, mais qui était, et qui initialement d'ailleurs passait de 18h à 20h. En fait, je connais toujours des gens qui passaient d'une émission à l'autre, en fait, tu vois. Le Perfecto se terminait, et puis pouf, ils se mettaient sur Radio 21 et ils entamaient Rock à Gogo. Et donc, quelque part, on se marchait pas sur les pieds. Enfin, c'était assez complémentaire. Mais c'est vrai que ils ont vraiment décidé. Enfin, le système n'a pas aimé Perfecto parce qu'en fait, ça a été un des ancêtres Ils avaient un répondeur et les gens, enfin les très jeunes, pouvaient laisser des messages et diffuser les messages sur antenne, quoi. Donc c'était vraiment, on était bien avant les radios dites de libre antenne à la fin de radio, hein. Donc c'était vraiment un peu une expérimentation à l'avant-garde et donc c'était super intéressant, quoi. Voilà. Et bon, mais souvent
comme Perfecto s'est arrêté, ben, il y en a qui se sont raccrochés à Rock-A-Go après, quoi. Et voilà. Mais qui me disaient toujours, oui, mais Perfecto, c'est quand même mieux que Rock-A-Go. Je dis, ben oui, je n'en disconviens pas parce que je connaissais bien. Philippe Gauthier et moi, on avait travaillé ensemble à la fin des années 70 à Namur sur un terrain plus de reportage écologiste avant Radio 21 et tout. Et donc voilà, c'est important aussi de dire que il y a eu Rock-A-Go, mais il y a eu les 100 minutes par-delà, Marc Francard, Taïan et tout ça. Et Perfecto, je crois qu'il faut aussi rappeler que ces émissions-là ont existé, quoi. Voilà. Quand tu regardes les médias, moi j'ai grandi dans les années 80. Il y avait quand même, il y a eu un peu plus tard après Rock-A-Go. À l'époque, il y avait Georges Lang avec Zégut après, qui passait quand même du rock. Mais en TV, tu avais Showing Rock avec justement Georges Lang, et tu avais Les Enfants du Rock, où tu pouvais taper aussi bien du James Brown qu'un groupe obscur de hardcore californien. Quand tu vois les médias actuellement, il n'y a plus aucune prise de risque quand même. Non, mais moi j'ai entendu dans les dernières... Attends, excuse-moi, Jacques, juste 2 secondes. Parce qu'on a nos chroniqueurs qui est aussi là, je le vois dans les backstage, c'est Oli, quelqu'un qui se bouge les couilles pour le métal et qui fait Metal Factory, la radio métal sur Bruxelles. Voilà. Salut Oli, welcome. Il va me remplacer, moi je dois vous quitter. Il va me remplacer. Ah, on fait l'attaque de Metal Factory. À très vite, on a encore un DJ set cassette à se planifier. Gros bisous Ali, à mardi. À mardi, hein. On va faire l'émission ensemble, ça marche. Quoi? Saïd, on passera tes morceaux avec les liens. Ok, c'est cool. Voilà. Et gros bisous à Mamakila. À très vite. Merci Saïd. Je vous écoutais, hein. J'écoutais tout ce qui se passait. Et bonjour Pompon, hein, puisqu'il a déjà eu l'occasion de venir au studio aussi. Donc on disait avec il y avait plus de liberté, je pense, non? Hey, salut. Bon, il n'y aura personne qui viendra. Il y avait une question, c'était pour moi la question. Non, c'était pour Jacques. D'accord. Ce côté liberté des médias dans les années 80. Moi, je me rappelle d'un magazine rock belge, Roxystown. Il y avait un magazine rock belge à grand tirage où Patchouli écrivait aussi. Avant, il y avait eu Mort et En attendant, quoi. Tu vois. Il y avait Mick Deville, tu avais Mick Deville dans Télémoustique, tu avais Danny Van Hemelen dans la Nouvelle Gazette. Tous les vendredis, dans la Nouvelle Gazette, il y avait une page sur le métal, quoi. Oui, mais extrême. Moi, ce que j'ai entendu dans mes dernières années de radio, pour justifier le fait qu'il y avait de moins en moins d'espace pour tout ce qui était un peu alternatif, découverte ou rock dur, c'est oui, mais de toute façon, maintenant, c'est Internet qui fait le boulot. Il y a un côté réel. C'est valable pour tous les artistes. Hein. Donc, je dis, OK, les gars, donc vous, en tant qu'homme de radio, vous prenez le couteau qui va servir à vous tuer et vous le plantez dans le ventre vous-même. Vous êtes con, quoi. Enfin, c'est pas bon. Mais en fait, c'était un discours de gens qui aiment pas ce genre de musique. En disant, ben OK, voilà, Internet. Mais sauf qu'Internet, enfin, t'as pas de guide sur Internet. Enfin, si, maintenant, t'as les playlists Spotify, quoi. Excuse-moi, hein. Mais au secours, quoi. Enfin, ça n'a pas... Une playlist Spotify, t'as pas des interviews avec X ou Y. T'as pas Arnaud qui vient te passer un vieux Captain Biffard en t'expliquant pourquoi il aime ça. Tu vois, voilà, il n'y a pas ça. Ça, c'était la radio, tu vois. Mais bon, la radio, c'est suicidé quelque part, quoi. Vraiment, par aveuglement face aux nouvelles technologies. Donc là, et le discours officiel, c'est la radio doit s'adapter. Donc s'adapter, ça veut dire que tu acceptes que ton terrain se rétrécisse de plus en plus.
Bon, ok, évidemment que le terrain se rétrécit en termes d'audience, mais est-ce que les ambitions devaient se rétrécir? C'est ça le problème. Je dis, ben non. Quand tu vois les fans rock de dire que ça ne vend pas, enfin, je suis désolé, le Grass Pop, c'est 30-40 000 personnes par jour. Si tu vois les chiffres de vente réels, mais le rock, que ce soit du punk, du hardcore, du metal, mais il y a une place réelle. Quoi. Oui, sauf que maintenant, on ne parle plus de vente, on parle de vue et de son. On remarque ça aussi au niveau de notre émission. C'est maintenant, on ne t'envoie plus des albums, on t'envoie des singles. Les groupes doivent être présents tout le temps et on t'envoie un single, on t'envoie 2 singles, on t'envoie 3 singles, 4 singles. Si tu as de la chance, on t'envoie le reste de l'album, mais tu as déjà entendu la moitié en single. Et c'est ça, on reçoit beaucoup plus. Dans les années 60, les Kings, les Who et compagnie, les Stones, sortaient un minimum, ou même les Yéyés, la Johnny Hallyday, c'était un minimum, c'était entre 4 et 6, 45 tours par an. Oui, évidemment, mais d'un autre côté, il y avait moins d'abondance. Mais il n'y avait pas cette abondance qu'on a maintenant, évidemment. Le problème, c'est comme tous les groupes qui commencent se sentent obligés de sortir des singles dans tous les sens pour dire j'existe, et que les groupes qui sont bien établis font pareil, que les gros labels bien établis qui n'ont pas forcément besoin de ça pour vendre des palettes entières d'albums font ça aussi. C'est leur bouteillage. On est noyé, quoi. Ouais. Oui, oui. Et du coup, le groupe qui commence, qui se disait que grâce à Internet, il aurait plus facilement accès à une notoriété, en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que tu as une accumulation telle, un embouteillage tel qu'est-ce qui va faire que la bonne fée va se pencher sur toi plutôt que sur X centaines de milliers d'autres, quoi. Et triste avec les technologies modernes, c'est que la plupart des gens écoutent des chansons. Moi, je vais dire, j'aime pas écouter une chanson, j'aime écouter un album. Parce que pour moi, un album, même si tu as 2 morceaux que tu adores dessus, c'est finalement les morceaux qu'il y a autour de cet album, de ce morceau qui vont. Et en plus, ça, c'est le côté vieux con. J'aime de voir au milieu de l'album, devoir aller le retourner. Le CD, tu vas le laisser tourner l'entièreté. Mais un vinyle, devoir le retourner, ça veut dire que les mecs ont choisi les bons morceaux, le bon morceau pour terminer la face A, qu'au lieu de le remettre dans la pochette et en mettre un autre, tu le retournes et t'écoutes la face B du 33 tours. Et oui, et puis il y a toute la période, enfin, tu prends un album de je sais pas moi, le 4e album de Led Zeppelin, ou le Highway 61 Revisited de Dylan, ou enfin, ce sont ou les Beatles, ou le Majesty's Satellite Request des Stones, tu sens que les morceaux font partie d'un ensemble, en fait. Le morceau A1 est la première pièce d'une œuvre. L'œuvre, bon, et donc, il se fait que le morceau sort en 45 tours parce que les firmes de disques veulent ça, à l'époque. Donc là, fin des années 60, où l'album détrône de 45 tours, et l'album devient un objet artistique en soi, en fait. Et chaque morceau est une pièce de l'ensemble. Et ça, effectivement, bon, maintenant, ça devenait aussi lourdingue, et c'est pour ça qu'au moment du mouvement punk, tu as un retour aux 45 tours, aussi pour des raisons économiques, parce que quand tu fais de l'autoproduction, 45 tours coûtent moins cher qu'un 33 tours complet, quoi. Enfin, donc, maintenant, il y a tellement d'albums qui... Je pense que cette grande époque de l'album, on peut la regretter, mais elle est derrière nous, quoi. Mais il y avait du remplissage aussi, hein, pour certains. Voilà, pour beaucoup. Non, par contre, ce qui est grave, c'est que quand on ne te parle plus de chansons, on ne te parle plus de musique, on utilise « Ah tiens, j'ai écouté un son. » Un son. Oh, mais merde, j'enregistre un mec bourré qui fait caca, c'est un son. Enfin, c'est pas une œuvre, tu vois. Donc, c'est un ensemble de sons. Utiliser le mot son, alors que n'importe quel bruit est un son, c'est comme si on dévalorisait d'avance
ce qu'on va écouter, quoi. Tu vois? C'est pareil, il est vu. Ah, t'as combien de vues? Ouais, on mesure là-dessus. T'as combien de vues qui te rapportent que dalle en tant qu'artiste en plus? Enfin, tu vois, le seul groupe qui en a profité, la grande arnaque. Le premier groupe qui s'est dit je vais me passer de maison de disques parce qu'à la base, de nouveau, c'est comme l'Internet, c'était une idée absolument géniale que le net puisse te permettre de te passer des maisons de disques. Et Arctic Monkeys est le premier groupe qui est devenu célèbre grâce à ça. Et ça, c'était génial de se dire on emmerde les maisons de disques, on va produire, on va essayer de le vendre comme ça. Oui, mais c'est génial. Mais tout est vite parti en couille, hein, de toute façon. Tout est parti en couille, exactement. Tu as quand même une accélération de l'histoire. Quand ça part en couille, ça part de plus en plus vite en couille, je trouve. Ouais. Mais bon, c'est peut-être une réflexion de vieux con. Hein, mais bon. Enfin, voilà. Ben, Jacques, on va se quitter avec le dernier morceau que tu avais choisi, un groupe français. Gojira. Le Gojira. Et après, on aura la séquence d'Oli et on aura aussi l'interview de Guillaume qu'on passera parce qu'elle a été enregistrée mardi. Et honnêtement, pour moi, personnellement, te recevoir dans l'émission, c'était quelque chose de fort important pour moi. Et je suis honoré. Un grand merci parce que tu as été une influence absolument énorme dans ma vie de rocker et même en tant que DJ, tu es une des personnes parce que bon, il y avait les soirées Rock à Gogo qui me faisaient comprendre que c'est très bien d'avoir ce côté DNA. Ce côté DNA aussi, oui. Ouais, et ce côté du DNA où on ne passait que des choses un peu obscures parce que au DNA, j'ai passé quelques trucs hyper connus dans le rock. Et il y a un mec qui s'est pointé près de moi, il m'a fait « T'as acheté une compilation OGB ?» Et là, j'avais compris l'esprit DNA. Mais… Oui, ça tue. C'était qui t'a dit ça? Thierry Collier. Ah, donc t'as acheté une compilation OGB. Non, même pas. C'est parce que j'avais essayé de mettre des morceaux un peu comme un set dansant, alors qu'au DNA, ce ne sont pas des sets dansants, c'est plutôt des sets d'écoute. Oui. Et un public exigeant, quoi. Oui. Voilà. Et avec tes sets, j'ai compris qu'un bon set DJ doit être des découvertes, mais aussi des choses très connues que tu dois… des trucs connus aussi, mais où tu sais que c'est… Enfin, que des trucs connus qu'on a… Enfin, je sais pas, tu prends Gloria de Dem, quoi. Désolé, mais c'est… Pour moi, c'est un titre qui reste subversif. Voilà. Ou My Generation des Who. Voilà, c'est pas… Et puis même, parfois, tu as besoin un peu d'une petite récréation, et donc tu peux balancer les cactus de Dutronc, quoi. Enfin, il n'y a pas… Et puis quand tu dois pisser… c'est ça très bien, hein, bon, d'ailleurs. Et quand tu dois pisser, tu mets Get Ready. Et puis comme ça, tu as le temps d'aller pisser relax. Get Ready, d'ailleurs, je l'ai pompé dans ton set, parce que je l'utilise encore régulièrement, parce que c'est vraiment le morceau peinard où tu sais aller pisser un coup, prendre ta bière, fumer ta clope, tu reviens et le morceau n'est pas encore fini. Mais ça dit par contre au DNA, effectivement, ou alors tu fais une soirée dérision et ce sera très bien accepté. Mais bon, mais passer du effectivement, passer du hit parade, là si on fait ça, on est mort, quoi. Ah, c'est clair. Voilà. Bon. Donc voilà. J'ai eu la chance, ce que j'aurais jamais cru quand j'étais gamin. On a mixé déjà ensemble à plusieurs soirées, je sais plus lesquelles, mais pour moi c'était. Il y a un moment, je me disais, putain, je suis en train de mixer avec Pompon, quoi. Il y en aura encore, tu sais. Enfin, mais tout fan de rock a toujours ce côté un peu groupie de quand tu rencontres tes idoles ou quand tu rencontres des gens qui ont énormément compté pour toi. Et je pense au nom de beaucoup de rockers. Arrête, je suis gêné. Maintenant, je suis content de t'appeler un ami parce qu'on est devenu amis avec. Ah oui, au fil du temps. Quand tu mixes au magasin 4, quoi, tu vois. De toute façon, tu mixes au magasin 4, quand j'entre dans la salle, je sais si c'est toi ou quelqu'un d'autre, par exemple, tu vois. Donc voilà, tu as comme une identité musicale. Ça, c'est Fab Excel qui est là. Et en général, je me pointe directement vers toi pour
pour voir ce que tu viens d'ajouter à ta playlist, quoi. Enfin, voilà, ça reste. Et on dit, ah tiens, oh bon Dieu, j'aurais dû passer ça jadis, je l'ai jamais fait. Enfin, tu vois, nobody's perfect. J'espère qu'on se refera d'abord déjà un verre lors d'un concert et un set DJ, un de ces quatre. J'espère pouvoir fêter mes 50 ans au septembre. On croise les doigts. Et là, j'aimerais bien avoir quelques DJ. Si je fête mes 50 ans, je ne sais pas encore comment on va faire ça, mais tu serais un des DJ que j'aimerais avoir pour mon anniversaire. Voilà. Ok, si ça devient négatif, on va se prendre 600 flics et 2 autopompes sur la gueule. Fais attention. Ben, on invitera. Écoute, on mettra quelques morceaux de Motorhead et on invitera Philippe Claus. Oui, pour ceux qui ne savent pas, Jacques a aussi écrit avec Patchouli et Alain Poncelet, un AZ, un abécédaire sur Motorhead, qui est un bouquin absolument génial parce que le Motorbook. C'est pas un bouquin qui se lit de la page 1 à la page machin. Vous pouvez le prendre n'importe où dans le bouquin, lire 5 pages et arrêter. Et l'avant, la préface avait été faite par Philippe Claus, le bourgmestre de Bruxelles. Et d'Oro surtout. Et d'Oro, ouais. Qui a fait ce très chouette honneur, parce que justement, j'aime bien, vu que l'ennemi a toujours une idée, une image gros macho, que ce soit une femme qui écrive que c'était un parfait gentleman, et c'est important. Ah oui, il était. Et oui, on a des surprises comme ça. Mais bon. Ok, Fab. Voilà. On se quitte avec Gojira. Jacques, super merci d'avoir été présent avec nous. Gojira, à l'époque, en fait, ils n'étaient pas encore super connus, mais ça commençait quoi, l'époque de l'album From Mars to Sirius, qui est un peu, enfin, c'est aussi l'époque où ils sont passés au festival de Dour et où ils ont commencé, où là, les gens se sont dit, oh là, waouh, ok, c'est pas un petit groupe français qui va rester très longtemps dans son village natal, quoi. Voilà. On sentait bien, mais tout de suite, des Mastodon montaient, je me suis dit, ok, Mastodon, Gojira, ces deux-là, ils vont faire la paire quelque part, quoi. Mais ça, tu vois, pour revenir à la question que tu posais, on sent quand même. Maintenant, il y a des injustices, tu sens des trucs, et puis tu te dis, ce groupe génial n'a jamais eu la chance ou l'occasion ou l'opportunité d'avoir ce qu'il méritait, quoi. Ça enlève rien à ses qualités intrinsèques, évidemment, hein. Et puis, à part ça, tu as je sais pas moi, tu as Coldplay qui vend des centaines de milliers d'albums au secours, quoi. Ouais, voilà. Exactement. L'autre pub dans sa navette spatiale, excuse-moi, hein, mais il n'a pas bon goût, hein. Voilà. Il aurait mieux fait de prendre le tout nouvel album de Gojira, par exemple, tu vois. Mais peut-être qu'à ce moment-là, la navette aurait changé d'orbite toute seule, tu vois, on ne sait pas. Allez, salut. Est-ce que tu sais m'envoyer ton adresse normale sur mail? Comme ça, on peut t'envoyer le nouveau single des Slovenians. Donc, comme ça, tu auras dans ta boîte aux lettres. Voilà. Ça va. Jacques, merci. Et maintenant, Gojira avec Ocean Planet. Direct intégral. Voilà. Salut Jacques. Jacques, Gojira.